merci d'être venu. Merci d'être venu ce soir, en milieu de semaine, à des heures qui ne sont pas toujours très faciles, pour discuter de l'océan. Je vais vous décrire rapidement comment va se dérouler un petit peu la réunion. Donc nous allons avoir en première partie diverses interventions. Donc on va voir l'intervention d'Alexandra, l'intervention de Marie sur le THT, une intervention de Laurence Montonnant, la conseillère régionale, qui va nous faire un exposé rapide d'une dizaine de minutes sur le document de façade, qui nous concerne forcément. Et ensuite, Caroline, eurodéputée, qui va nous expliquer un petit peu ce qui se passe au Parlement européen sur divers sujets, notamment l'océan, la pêche, etc. Et la deuxième partie, ce sera, si vous voulez, un échange avec la salle, questions-réponses sur les divers sujets qui vous importent. Et on pourra même aussi déborder, si vous voulez, des sujets de l'océan pour passer à d'autres choses. Voilà, en gros et en résumé, comment ça va se passer. Et bien, on va commencer, parce que je crois que tout le monde n'est pas encore arrivé, mais ça ne fait rien. Quelquefois, il suffit de commencer l'apéritif pour que les gens arrivent. Donc, on va faire. Bien sûr. Donc, nous avons donc organisé cette réunion en présence de Caroline Rose, qui est députée européenne Europe Écologie, qui est en charge à l'Europe des problèmes de l'océan, de la mer, et aussi de la condition animale. Oui. C'est ça? Et j'ai 4 commissions. 4 commissions? Mon Dieu, j'avais oublié le. J'ai la commission du développement parce que je fais le lien avec les accords de pêche, et la commission des fonds régionaux, tout ce qui est fonds européens, les FEDER pour nos territoires, et le FEOMPA aussi, fonds européen des affaires maritimes et de la pêche et de l'aquaculture, parce qu'on a rajouté le A. Le micro, s'il te plaît, parce Voilà. qu'on parle bien. Oui, Elle se représentera tout à l'heure plus précisément. Quand elle va présenter sa mission à l'Europe, alors on redéfinira tout ça plus facilement. Donc, nous allons maintenant écouter une personne que vous connaissez, qui a traversé en paddle l'océan Pacifique pour le compte d'une association, et qui va nous raconter un petit peu ce qu'elle a rencontré durant toutes ces 80 jours, je crois, 80 jours de rame à travers l'océan. Quand je pense que moi, je ne suis pas plus de traverser le piscine. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, je m'appelle Alexandra Lux. Donc effectivement, je fais partie des 6 waterwomen qui ont traversé le Pacifique l'an dernier. C'était en 2023 pour l'association Optimiste. Donc cette association, elle a pour but d'aider les adultes et également les enfants maintenant à travers le sport à réaliser leurs propres défis sportifs. Donc le but de notre traversée initiale, qui était on va dire aussi notre 3e traversée d'océan, donc on avait choisi le Pacifique, notre défi, c'était pour mettre en avant cette association et notamment leur souhait de s'ouvrir à l'accompagnement des enfants qui malheureusement ont traversé cette épreuve de la maladie, à les aider à réaliser leurs propres défis. Donc on a été vraiment un support pour l'association. On a développé des projets pédagogiques auprès des enfants. On a à peu près plus de 2000 enfants qu'on a pu sensibiliser au sport et à la santé, et toujours également à la préservation de notre environnement. On a installé des modules sportifs dans les services oncopédiatriques, et également on a pu accompagner des super optimistes, on les appelle comme ça. Donc c'est vrai qu'on a traversé 8000 km. On est parti de Lima au Pérou, avec notre petite planche. Je ne sais pas si vous connaissez le paddleboard, peut-être si vous venez dans le coin. À la base, c'est la planche qu'utilisent les sauveteurs pour aller sauver les gens. Donc c'est vraiment un engin de sauvetage qui est côtier. Et donc la planche qu'on a utilisée, on a voulu la garder la plus authentique. Donc on avait
voilà, on ramait avec nos bras dans l'eau et on s'est relayé sur les 8000 km toutes les 6 pour traverser l'océan et refaire un petit peu l'expédition du Kon-Tiki, où c'était 6 hommes qui étaient partis de Lima pour arriver en Polynésie, et c'était pour montrer que le peuple polynésien venait d'Amérique latine. Donc nous, on était 6 femmes à se relayer. On avait un bateau d'assistance qui était là pour notre sécurité, pour qu'on puisse avoir les vivres, etc., etc. Et donc c'est vrai que sur ces 8000 km, on a passé 80 jours en pleine mer, un peu beaucoup isolés quand même. On était donc 6 filles et 5 membres d'équipage. Et c'est vrai que sur cette traversée, on a pu traverser une grande zone de pêche dans les eaux internationales. Je vais utiliser le bon terme. Cette zone de pêche, on a eu à peu près 3000 km, entre 3000 et 4000 km, où on a pu parcourir cette zone et on pouvait voir sur notre radar les bouées, des DCP, alors c'est les grosses bouées qu'ils utilisent pour venir recréer un écosystème. On développerait un petit peu plus derrière. Donc c'est comme un objet flottant et les algues vont venir s'y accrocher, les petits poissons vont venir y manger et les petits poissons vont attirer les plus gros et ainsi de suite. Et donc nous sur notre radar on voyait vraiment ces bouées, au début on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Quand on ramait on voyait des grosses bouées oranges et après la nuit on pouvait voir des bateaux de temps en temps, on restait très au large. Et c'est vrai que durant cette période, on a été très très surprise parce qu'on n'a vraiment plus eu du tout d'animaux. Alors déjà qu'on n'en voyait pas beaucoup, on n'a pas vu beaucoup de dauphins, chaque fois on nous demande des dauphins, des baleines. Malheureusement on n'a pas vu grand chose. En tout cas, on était mitraillés toutes les nuits de poissons volants, avant et après cette zone. Durant cette traversée de la zone de pêche, on a vraiment été surprise par le calme. On avait l'impression que c'était vide, qu'il y avait pas d'animaux et c'était assez perturbant. Alors c'est vrai que alors on s'est regardé à travers les jumelles de bateau à bateau. Je ne vous cache pas que c'était pas très rassurant parce que déjà de loin on se demandait comment le bateau réussissait à flotter, il était tout rouillé et à bord avec nous on avait un ancien pêcheur qui connaissait un petit peu, qui nous racontait voilà, que sur ce type de bateau, il fallait vraiment faire attention, pas s'approcher des bouées parce que voilà, ça pouvait être dangereux. À bord, il n'y avait pas forcément de respect des droits de l'homme. Voilà, il nous parlait que c'était souvent des prisonniers qui étaient sur ces bateaux-là. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était assez étonnant, même. Voilà, moi j'ai vraiment été triste de constater ce vide. Durant cette traversée et de ne pas pouvoir vous raconter qu'on a vu énormément de dauphins, on a pu partager des moments merveilleux au milieu de l'élément naturel, mais c'est vrai que c'était assez étonnant de voir si peu d'animaux sur ce parcours-là. En 2009, on avait traversé aussi l'océan Atlantique, on a eu la chance d'arriver chez nous ici à Cabreton, pouvoir remonter l'estacade. Et sur cette traversée-là, ce qu'on a pu constater, c'est que dès qu'on est arrivé dans le golfe de Gascogne, on a vraiment vu une différence au niveau de la qualité des eaux. C'est-à-dire que précédemment, sur le reste du parcours, on n'a pas forcément rencontré beaucoup de pollution, beaucoup de plastique. Souvent on nous demande, vous avez ramé au milieu du plastique? Honnêtement, non. Voilà. Par contre, dès qu'on est arrivé dans le golfe de Gascogne, dès qu'on s'est approché, même dans les eaux polynésiennes, on s'approchait de l'homme en fin de compte, on a pu constater qu'il y avait beaucoup plus de déchets, beaucoup plus de plastique, beaucoup plus de bouteilles flottant. Je me souviens, une nuit, on a été percuté, ou on a percuté un objet flottant non identifié, puisqu'on est dans le noir, on ne voit pas grand-chose, qui est venu percuter le bateau. Donc c'est impressionnant, toujours la nuit, tout est un peu exagéré, donc on ne savait pas trop ce qu'on a percuté, on ne sait pas si c'est une pièce, un bidon, bon voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment assez consternant de voir qu'en approchant les côtes, nous on était extrêmement heureuses d'arriver. Par contre, voilà, on a vraiment rencontré beaucoup plus de pollution, beaucoup plus de plastique. Je crois même qu'une fois, Flo, elle avait passé les mains dans une nappe de mazout, ouais, voilà, donc il y avait un peu
de mazout sur elle, sur la planche. Donc c'est vrai que on peut constater que dès qu'on s'approche des terres, l'empreinte malheureusement humaine est beaucoup plus flagrante. Donc voilà pour ma petite, c'est pas très gai, mais malheureusement et je pense que vous le constatez vous aussi, si vous vous baladez au quotidien, que malheureusement on laisse un peu trop d'empreintes sur la nature. Et voilà, donc on essaie quand même, à travers nos expéditions, de partager ces valeurs environnementales, de protection de la nature, protection de notre environnement qui est extrêmement fragile. Donc c'est vrai que on utilise ces traversées pour des défis sportifs, le dépassement de soi, mais aussi pour promouvoir des valeurs qui nous sont chères, que ce soit la sécurité ici, la sensibilisation aux dangers de l'océan, mais également toujours préserver notre environnement. Et ça a toujours été un moteur dans nos expéditions d'être aussi porteur de ces messages de préservation de l'environnement. Voilà, je sais pas si... Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Finalement, pacifique, pas si pacifique que ça, au final. C'est pas... Je vais passer maintenant la parole à Marie, pour nous dire où nous en sommes sur ce fameux THT. Vas-y, lâche-toi. Ça va être un peu moins gai que ce que vient de raconter Alexandra. Je vais juste refaire la genèse rapide de ce projet. C'est une ligne expérimentale de 400 000 volts d'une puissance hors norme de 2000 MW qu'RTE a décidé d'installer dans le cadre d'une interconnexion France-Espagne qui, au départ, était une interconnexion totalement dans l'océan. Jusque-là, nous n'étions au courant de rien du tout. Alors, probablement que les maires l'étaient au niveau local, mais en tout cas, nous, en qualité de citoyens, nous n'avons absolument pas été informés. Nous avons été informés au mois de janvier 2021 parce que RTE rencontrait une difficulté pour passer le gouffre de Cabreton, qui est un canyon sous-marin. Donc ils se sont rendus compte qu'un canyon pouvait avoir des parois qui s'effritent, qui s'éboulent. Je pense qu'il y avait de nombreux pêcheurs qui leur avaient déjà expliqué, mais jusque-là, ils étaient tout à fait d'accord pour dire que ça resterait un projet totalement sous-marin et qu'ils étaient capables de le franchir. Alors il faut savoir, puisqu'on parle d'Europe, qu'en 2013, ce projet a été nommé projet d'intérêt communautaire, PIC, qu'en 2016, RTE a demandé une subvention tout à fait hors norme qui a été accordée de 528 millions d'euros, qui est vraiment la plus grosse subvention accordée dans ce genre de projet. Et cette subvention a été accordée par l'Europe justement parce qu'il y avait un défi technologique qui consistait à franchir ce gouffre de Cabreton avec un forage sous-marin. Lorsqu'ils ont obtenu cette subvention en 2018, tout allait toujours très très bien. Et en 2019, RTE a déclaré le gouffre infranchissable. Par contre, la subvention avait été perçue. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, on n'a aucune réponse. Que devient cet argent, puisque on estime qu'il n'est plus du tout approprié, mais même l'Europe n'a pas su nous répondre, ce qui n'est pas tout à fait cohérent. Donc depuis, nous sommes confrontés à ce qu'on appelle un contournement terrestre du gouffre de Cabreton. À la base, il y a eu un premier tracé qui a été donné, qui est un tracé totalement urbain, qui passait le long des écoles, le long des crèches. Donc il va de soi qu'en qualité de citoyen, on s'est levé et on a contesté ce tracé parce qu'il ne nous paraissait absolument pas cohérent dans le cadre d'une ligne en courant continu, qui est la première ligne en courant continu en milieu urbain et qui est une ligne extrêmement puissante. Donc RTE a revu sa copie et a refait un nouveau tracé qui impacte cette fois-ci 5 communes. Désolé pour les 2 autres, mais bon, c'est pas notre faute. Qui impacte donc Cabreton, Seignos, Osgore, Angresse et Bénesse-Marème. Jusque-là, malheureusement, on n'a absolument pas été entendu. On a eu ce qu'on appelle une concertation fontaine. Alors moi, j'appelle ça des validations administratives, puisque lors de cette concertation fontaine, on a effectivement présenté un dossier en disant que nous n'étions pas d'accord et expliqué pourquoi nous n'étions pas d'accord. Et la préfète a regardé, alors vraiment regardé, le dossier et elle a dit, elle a regardé RTE a dit non,
On laisse comme ça, et donc le dossier a été confirmé. Et c'est ce qu'on appelle une concertation fontaine. Alors, il n'y a pas du tout de concertation. En fait, la seule obligation qu'a la préfète, c'est de prendre connaissance du dossier. Ce qu'elle a fait, on ne peut pas le reprocher. Donc les choses ont été faites réglementairement. Ensuite, on nous a dit, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir l'enquête publique, vous allez pouvoir vous exprimer. L'enquête publique, il y a eu 2000 contributions qui ont été déposées. Sur ces 2000 contributions, il y avait 1998 contributions qui s'opposaient au projet en l'état et en l'occurrence au tracé. Et malheureusement, malgré cela, c'est pour ça que j'appelle ça de la validation administrative, malgré cela, la commission d'enquête a donné un avis favorable à ce projet. En n'ayant aucune étude d'impact santé publique, en ayant des études lacunaires en ce qui concerne les études d'impact, ne serait-ce que dans l'océan. Alors dans l'océan, c'était vraiment dramatique parce qu'il n'y avait strictement rien, mais RTE a répondu en disant « mais c'est normal, il n'y a pas d'impact dans l'océan ». Voilà comment RTE a des allégations qui sont totalement mensongères, et on a une commission d'enquête, une commission d'enquête qui prend pour acquis tout ce que peut dire RTE et qui valide systématiquement derrière. Donc aujourd'hui, à la suite de cela, il y a les autorisations environnementales qui ont été signées, notamment une autorisation environnementale de destruction des espèces protégées. Il faut savoir que dans le cadre de l'enquête publique, on a découvert qu'il y avait un avis d'un organisme qui s'appelle le CNPN, qui est le Conseil national de la protection de la nature, et que cet avis était défavorable. Le Conseil national de la protection de la nature est un organisme indépendant qui dépend néanmoins du ministère de l'écologie et qui est formé par 60 experts. Donc c'est une expertise scientifique qui est faite, et dans cette expertise scientifique, tout était négatif. Tout était à revoir, les études d'impact étaient complètement lacunaires, il y avait lieu de prendre en compte certains paramètres qui ne l'avaient pas été, et néanmoins, cet avis défavorable a été balayé d'un revers de main, et les préfets, puisqu'on est là sur 3 départements, donc on a un arrêté interpréfectoral qui a été signé, les 3 préfets ont signé une autorisation environnementale de destruction des espèces protégées. Il faut savoir qu'en théorie, il y a une réglementation qui existe sur ces autorisations environnementales. Elles ne peuvent être octroyées que s'il y a 3 conditions qui sont remplies. Et la deuxième de ces conditions, c'est qu'il n'existe pas de solution alternative. Or, on s'aperçoit que dans cet avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature, ce que relèvent les experts, c'est qu'aucune solution alternative n'a été étudiée, et surtout, ils insistent sur le fait que puisque RTE n'était pas en mesure de faire le tracé initial qui était prévu, c'est-à-dire un tracé totalement dans l'océan, il se devait d'étudier une solution beaucoup plus simple et beaucoup moins chère, une solution alternative le long de l'autoroute A63, puisque RTE comme EDF ont ce qu'on appelle des concessions le long de l'autoroute, qui sont des terres déjà dégradées et qui ne portent pas atteinte à l'environnement, comme on peut s'apercevoir ici. Parce que si vous allez faire un tour à Seignos sur le site des casernes, qui était un site totalement préservé, puisque si on crée des zones préservées, c'est aussi pour préserver les espèces protégées. Ce site-là, il a été saccagé. Il est aujourd'hui bétonné, bitumé. On a la dune qui est en train de s'effondrer complètement, et on n'est qu'au tout début des travaux, puisque là, ils viennent juste de faire ce que l'on appelle un puits énorme de 15 mètres de diamètre sur 20 mètres de profondeur, avec une semelle de 5 mètres de béton à l'intérieur pour pouvoir poser un tunnelier. Ils appellent ça un micro-tunnelier qui fait 3 mètres de haut et qui va donc passer pratiquement sur 400 mètres là, sous la petite forêt qui est derrière la dune pour rejoindre le parking des casernes et pouvoir commencer le tracé terrestre. Et donc on est vraiment sur un saccage des zones naturelles, on est en bordure des zones de zones Natura 2000, il n'y a plus aucun respect qui est fait. Ce qui est hallucinant, c'est qu'au mois de juillet 2023, Madame la préfète a refusé d'octroyer une autorisation pour un autre projet qui était là, un projet privé, sur un projet de panneaux photovoltaïques, en justifiant ce refus par le fait que ce projet allait être implanté à 400 mètres d'une zone Natura 2000. En ce qui nous concerne, on est limitrophe
d'une zone Natura 2000. La deuxième raison pour laquelle elle a refusé cette autorisation, c'était parce que le CNPN avait donné un avis défavorable. Ok, nous aussi on a un avis défavorable. Et la troisième, elle m'échappe, c'était parce que la solution alternative n'avait pas été étudiée correctement. Nous, elle ne l'a pas été du tout étudiée, c'est pas plus compliqué que ça. D'un côté, on a un avis défavorable. En ce qui concerne RTE, c'est-à-dire l'État, là, on ne prend en compte absolument rien et on a un avis favorable. Donc on est vraiment sur un deux poids, deux mesures qui nous exaspère, nous, en tant que citoyens, parce que c'est pas du tout ce qu'on attend de l'État. Et en l'occurrence, Madame la Préfète représente cet État. Et donc, pardon, excusez-moi. Donc nous continuons à nous battre. Les autorisations ont été signées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en septembre 2023. Donc nous avons porté des recours. Actuellement, il y a eu 5 référés suspensions qui ont été évoqués dans le tribunal administratif de Bordeaux. 2 ont fait l'objet d'une audience. Les 3 autres ont fait l'objet de ce que l'on appelle une ordonnance de tri, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de débat contradictoire. Le juge a pris la décision de rejeter cette ordonnance en prétendant qu'il n'y avait aucune urgence. Et sur le dernier référé, donc sur la dernière ordonnance qui a été rejetée, il faut savoir que le juge a eu quand même l'audace de mentionner qu'il n'y avait absolument aucune urgence puisque les travaux devaient durer au minimum 3 ans, mais que par contre il y avait une urgence pour RTE de réaliser ce chantier. Donc là on n'est plus dans le droit du tout, on est sur un juge qui se fait l'avocat de RTE, et ça aussi c'est très inquiétant, c'est la raison pour laquelle nous attaquons cette ordonnance devant le Conseil d'État en faisant un pourvoi en cassation. Et en ce qui concerne les jugements au fond, ils seront probablement évoqués entre, on va dire, on a eu comme date entre mai et octobre, mais on sait très bien qu'ils vont attendre la toute dernière minute pour faire encore gagner du temps et pour que RTE continue ses travaux, puisque là on est sur des travaux quasiment jour et nuit, samedi, dimanche et jour férié, puisque l'objectif de RTE c'est d'essayer de terminer un maximum de choses avant l'audience au fond pour pouvoir essayer de convaincre le juge que de toute façon le mal est fait. Donc on peut passer à autre chose maintenant. Donc voilà où nous en sommes. Hélas. C'est vrai, tu avais raison, c'était pas Oui, c'est un peu déprimant, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais on lâche rien quand même. Bon, il faut aller au moins jusqu'au bout. Tu n'as pas évoqué la réunion dont on a fait. Pour les Amis de la Terre, j'étais présente. On parle de la réunion et de ce qu'elle nous a envoyé sur les dauphins et les saumons. Il n'y a rien à faire. Tu sais, sur les fiches là qu'on a reçues. C'est intéressant. Non, je vois pas les fiches. Oui, alors je ne les ai pas en tête, mais lors de cette réunion avec la préfecture, bon, toi, tu n'as pas pu te connecter. Ah oui, ils m'ont coupé le micro. Ils ont coupé le micro. Nous, pour les Amis de la Terre, on était présents. Et on a posé la question parce qu'il va passer au large là, mais quid effectivement de tout ce qui est marin. Et on a reçu, je te les ai envoyés d'ailleurs Caroline, on a reçu des explications comme quoi les dauphins ils n'attendaient que ça quoi. Ils sont ravis, ils n'attendent que ça. C'est bien ça. Il y a Philippe qui est là. Voilà, si quelqu'un peut intervenir là-dessus. On fera après peut-être. Oui, je pourrais. peut-être bien Philippe. Oui, que tu interviennes là. Oui, il y a le gros problème de la perturbation par les champs magnétiques induits par les câbles électriques. Là. Et en référé, on avait fait remarquer que ces travaux ils sont basés sur une convention qui a été signée entre l'État et RTE et qui consiste à éloigner les câbles de centaines de mètres l'un de l'autre pour faciliter les travaux, pour qu'il y ait moins de risques d'accrochage ensuite. Et ça a été signé, quoi. Et nous, on a été stupéfaits de voir qu'en référé, oralement, le RTE qui a compris qu'effectivement, c'était pas bon du tout, on les avait vraiment inquiétés sur ce point-là, parce que ça allait générer des champs magnétiques très très forts, et qu'il fallait au contraire mettre les câbles les uns contre les autres pour que les champs s'antagonisent. Et là, RTE a dit, ne vous inquiétez pas, on va le faire, ouais, on va le faire. Et donc le juge, à ma stupéfaction, il a pris fait et cause, il a pris pour argent comptant cet engagement oral d'un avocat poussé dans ses cordes au dernier moment en séance de référé pour lui donner raison, alors que dans les faits, la convention est signée pour enfouir les câbles très loin les uns des autres et donc avoir des champs magnétiques énormes, quoi. Et on est toujours sur ce sujet-là d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que dans les papiers, RTE doit faire
les travaux en écartant les câbles, alors qu'en réalité, si on veut minimiser l'influence, il faut les mettre les uns contre les autres. Voilà. C'est un détail qui n'est pas du tout anodin, qui est énorme par rapport à cette nuisance. Merci. Merci à toi. Nous allons continuer les interventions. On reviendra après dans les questions-réponses sur tous ces sujets qui sont abordés. Avant de donner la parole à Laurence, conseillère régionale pour les documents de façade, j'ai oublié une chose essentielle, et ça c'est pas bien, c'est que j'ai oublié de mentionner 2 candidats sur la liste de Marie Toussaint qui sont venus du Pays Basque. C'est Jérémy Sabatier, et Lucie Jadot. Pareil, avec toutes les excuses pour nous m'en sortir l'idée. Laurence, si tu veux, pour le document de façade, oui, 10 minutes. Une dizaine de minutes, ouais. Je vais essayer de rester dans le cadre. Donc j'interviens par rapport au groupe écologiste Solidaires et Citoyens. On va partir aussi. Donc on est 2 conseillers régionaux, je crois. Donc il y a Sophie ici. Ah, il y a Didier. Excusez-moi, on est 3. Je suis arrivée un peu en retard parce que j'arrive d'un peu loin et puis en même temps, j'ai essayé d'arriver au plus vite. Donc je vais intervenir un peu sur le document stratégique de façade où notre groupe a travaillé avec nos collaboratrices sur un cahier d'acteurs. Donc c'est un document qui va aussi encadrer tout ce qui est éolien offshore. Donc je vais essayer de vous en parler le plus rapidement possible. Je pense que Caroline a parlé de tout ce qui était pêche, etc. Donc oui, tu vas en parler tout à l'heure. Donc je vais essayer simplement de me concentrer sur ce qui concerne un peu la politique du Conseil régional. Donc c'est un document stratégique de façade pour nous, qui doit allier la protection du littoral et les nombreux usages du littoral. Il y a énormément d'usages, donc avec des impacts que cela induit sur les écosystèmes, avec des pollutions, des artificialisations et des conséquences du changement climatique qu'il est urgent d'anticiper. Donc on a 2 sujets, c'est déployer les énergies renouvelables, mais pour nous c'est en dehors des zones de protection environnementale et enjeux de biodiversité, et il faut optimiser la résilience des territoires ruraux avec des solutions fondées sur la nature. Alors elles sont beaucoup moins coûteuses, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en s'appuyant donc sur ces solutions fondées sur la nature, c'est aussi permettre de rééquilibrer les écosystèmes et réhabiliter, donc je vous donne un exemple que vous connaissez pour la plupart, réhabiliter les zones humides, réensauvager certains endroits, parce que c'est important par rapport à l'eau, les inondations et l'adaptation du littoral. Et puis aussi, il y a un point important que vous retrouvez, donc Marie-Pierre m'avait dit qu'elle avait imprimé, Marie-Pierre, tu as imprimé des... Voilà. Donc si vous voulez regarder en détail... Alors je vous les laisse là-bas, parce qu'il n'en reste plus que 2 exemplaires. Voilà, je vous les laisse sur la table. Ceux qui sont intéressés pourront prendre le cahier d'acteurs. Et donc développer un tourisme aussi éco-responsable, et puis surtout adapté au changement climatique, que ce soit au niveau de l'eau, de la mobilité. Avec les canicules et les sécheresses, on a bien vu que différents endroits avaient du mal à subvenir aux besoins simplement d'alimentation en eau potable pour leur population et pour la population touristique, pour les touristes sur certains moments. On a aussi des problématiques d'adaptation des bâtiments au changement climatique, touristiques, donc canicules extrêmes. On a une problématique des logements des saisonniers, mais je dirais que ce n'est pas directement sur l'océan. Après vient la problématique de l'énergie renouvelable. Quelle énergie renouvelable peut nous apporter l'océan? Alors, il y a l'éolien offshore, comme je vous disais, si c'est sur des sites vraiment où ça ne porte pas de préjudice à la biodiversité marine. On a un projet là au niveau d'Oléron, où c'est une zone Natura 2000, donc nous sommes tout à fait contre ce genre de choses, parce qu'il faut envisager les énergies marines, mais en préservant aussi l'équilibre des biodiversités marines. Et on a quelque chose qui a de l'avenir, c'est l'énergie marémotrice. Alors pour l'instant, la balance au niveau du coût n'est pas encore, mais la région soutient ce genre d'énergie, parce que c'est une énergie qui n'a pas d'impact sur la biodiversité, et donc c'est quelque chose à développer.
Ce qui est important sur ce document stratégique de façade, donc toutes les personnes qui auront donné en tout cas leur contribution, c'est que ce document va établir la stratégie d'installation des éoliens offshore. Et donc pour les écologistes, comme je vous l'ai dit, il y a des endroits à éviter. Et on a un autre danger qui s'appelle la reconnaissance de la raison impérative d'intérêt public majeur, acronyme rébarbatif qui est le RIIPPM. Donc pour des projets d'énergie renouvelable, le gouvernement nous dit qu'il y a 3 critères qui permettra des dérogations pour la protection des espèces protégées. Donc dérogation, on connaît dans les Landes le nombre de dérogations. Donc, nous demandons l'encadrement et le contrôle de ces dérogations. Et le CNTE, donc le Conseil national de la transition écologique aussi, pointe cette chose. Et il est essentiel que ce document stratégique de façade allie le côté énergie, mais le côté biodiversité, et en créant des aires marines protégées et des zones de protection forte. Après, un autre problème qui touche le littoral, c'est l'urbanisme et le tourisme. Donc j'en ai parlé un petit peu, mais c'est vrai que la région peut aussi se coordonner une réflexion par rapport à un tourisme responsable, un tourisme de proximité, et pour préserver les ressources en eau, organiser tout ce qui est récupération d'eau usée, éviter le tourisme intensif, on peut l'appeler intensif, surtourisme, tourisme de masse, je ne vais pas plus loin, mais en tout cas tout ça, ça engendre des pollutions. Vous avez vu les pluies torrentielles qu'il y a eu actuellement. Les pluies torrentielles vont être de plus en plus fréquentes et imprévisibles. Christophe Cassou, qui est un scientifique du GIEC, nous dit même eux ne savent pas à quel moment ça va tomber. D'où l'importance de garder certaines infrastructures, comme on dit, écologiques, que ce soit des arbres, etc. Parce que ça a un impact entre le lien terre-mer, le fait d'avoir la rétention des eaux. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail, parce que je vais rester dans le temps. Bon, on connaît sur la région une prolifération d'algues toxiques, que ce soit au Pays Basque ou à La Rochelle, Charente-Maritime. Donc ça a été confirmé. Il y a plusieurs études qui ont confirmé que sur le Liga et l'ostéoporosis, que c'était dû aux excès d'azote et phosphore, donc dû à des pollutions agricoles. Nous demandons aussi, d'une façon un peu responsable, d'avoir un moratoire de l'urbanisation du littoral, parce que face à l'accélération du changement climatique, il y aura des phénomènes de plus en plus importants, donc de ces pluies torrentielles, mais aussi des risques de submersion marine, une érosion du littoral qui va en s'accélérant. Et donc, la compétence de la région, c'est l'aménagement du territoire. Donc c'est important aussi qu'au niveau des politiques régionales, qu'il y ait des territoires qui doivent favoriser, entre ceux du littoral et les territoires qui sont dans les terres, rétro-littoraux, favoriser l'articulation des usages, des différents usages. Je ne rentrerai pas dans le détail non plus. Mais il faudrait vraiment encadrer le nombre de visiteurs aussi d'un point de vue touristique sur certains sites, comme la dune du Pilat, comme ça a été fait dans les Calanques. Anticiper le recul de certaines activités, donc il y a toute une politique aussi de recul de certaines activités, et rééquilibrer, donc, comme je vous disais, le tourisme littoral et intérieur pour différentes raisons. En appuyant la région, on peut aussi se permettre d'avoir des bonus. Comme on a des bonus pour l'installation en bio, on pourrait avoir des bonus au tourisme durable et équitable dans les territoires, ce qui permettrait de différentes incidences positives, que ce soit sur l'emploi, mais aussi permettre au tourisme des terres rurales, avec beaucoup de choses à découvrir, d'être un peu plus soutenu, puisque un peu moins visité. Gestion des risques, j'espère que je suis dans les temps. Donc on a un défi d'adaptation. Il y a un rapport du CEREMA, le Centre d'études et d'expertise des risques, la mobilité et de l'aménagement. Donc le CEREMA nous donne différents rapports. Les rapports sont souvent mis au fond des tiroirs, malheureusement, par les décideurs. Et donc il nous dit submersion marine, érosion côtière, tempêtes, qui vont être beaucoup plus importantes, donc qui vont aussi impacter les forêts de plus en plus. Des risques de salinisation, ce qui est souvent oublié, mais qui est de plus en plus rapporté, dont le docteur Aziza, qui parle même de salinisation due au traitement du gel lorsqu'il y a des problèmes de gel. Donc on a une salinisation
des nappes phréatiques du littoral. Au fur et à mesure que la montée des océans continuera, on aura de plus en plus des nappes phréatiques qui vont saliniser beaucoup plus à l'intérieur des terres. Donc par rapport à l'alimentation, par rapport à l'agriculture, un impact énorme. Il y a une urgence vraiment de mettre en œuvre, malgré les politiques qu'on peut entendre en ce moment, il y a une urgence de mettre en œuvre des mesures d'atténuation et d'adaptation pour endiguer tous ces risques. Et donc il y a des choix qui sont faits comme les digues. Alors si on met en balance le coût et le bénéfice-risque, parfois comme on va dire à Biarritz, ils nous mettent des digues de partout. Sauf qu'à certains endroits, il faut vraiment optimiser le fait d'aller vers des solutions souples. Parce que si on met des digues et qu'on artificialise, c'est encore pire à côté. Et je vais terminer, parce que je trouve que je suis très longue. Mais, donc, les solutions fondées sur la nature, c'est vraiment une action, rééquilibrer les écosystèmes, travailler de pair sur l'atténuation et l'adaptation. On a beaucoup été sur l'atténuation, mais l'adaptation devient de plus en plus importante au niveau des financements. Ça joue sur le bien-être humain, ça joue en positif aussi sur la biodiversité, sur la restauration de la biodiversité. Et pour finir, il faut soutenir, je sais pas ce que finir, il faut soutenir la recherche sur le littoral et les milieux marins. Il faut soutenir et coordonner aussi les acteurs de la protection, que ce soit du littoral, que ce soit les associations, mais les citoyens. Les politiques ont trop tendance à ne pas écouter les citoyens dans de vraies concertations. Je pense que c'est vraiment important au niveau de, comme on dit, l'acculturation du risque. Et sur la pêche, je ne dis pas parce que Caroline a dira. Et je finirai simplement au nom du groupe écologiste solidaire et citoyen. Nous sommes 19 à la région, dans l'opposition, mais nous sommes une opposition constructive, comme nous disons. Et le groupe donc défend une gestion du littoral globale et transversale. Ce qui est très important, la transversalité des différents domaines. Anticipatrice et protectrice pour le vivant dans son ensemble. Voilà. Je ne sais pas si je suis Si j'étais resté à peu près dans les temps, c'est très bien parce que ça précise c'est trop long. C'est des documents qui sont toujours un peu compliqués à apprendre. Et maintenant, je vais passer la parole à Caroline, députée européenne, qui va nous raconter sa vie au Parlement européen. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Désolée si je parle un peu bizarrement, j'ai un peu pris froid la semaine dernière. Donc voilà. Je vais d'abord me présenter, vous expliquer les commissions dans lesquelles je siège au Parlement européen. Moi, c'était mon premier mandat en 2019. J'ai fait le choix d'aller en commission pêche. Pourquoi la commission pêche? Parce que en fait, je suis issue, mon père était mécanicien bateau, il entretenait les bateaux des pêcheurs. Mon mari, il était marin embarqué, et à une période de ma vie, j'ai passé mon STCW 95 pour rentrer dans la marine marchande, et j'ai été marin embarqué moi aussi. Bon, les choses de la vie ont fait que j'ai dû débarquer pour m'occuper des enfants, mais sinon, je pense que je serai toujours en mer. Donc, j'ai choisi cette commission au Parlement européen. Une deuxième commission, c'est la commission du développement, où je fais le lien avec les accords de pêche, puisque l'Union européenne, on signe des accords de pêche avec des pays en développement. Donc j'ai besoin de faire ce lien, parce que souvent on dit que ces accords sont durables, mais bien souvent ils sont durables que sur le papier, parce qu'on pêche dans les pays en développement contre une somme d'argent. Je fais partie aussi de la commission développement régional, donc on gère tout ce qui est fonds européens. J'ai été négociatrice du FEDER, donc je suis assez contente parce que bon, ce rapport, je l'ai pris en cours de route par rapport au Brexit, puisque c'était une Anglaise qui a commencé les négociations. Ces négociations, elles ont duré des années, et on a eu un FEDER qui n'était, je dirais, ça a été plus vert jusqu'à présent, donc c'est une victoire des Verts. Et dans la commission d'enquête sur le transport des animaux vivants, parce que ça aussi, ça fait le lien avec c'est transversal au niveau des commissions, la commission de l'agriculture, la commission de la pêche, parce que pour moi, le grand oublié du bien-être animal, on parlait des dauphins tout à l'heure, c'est les animaux aquatiques.
Et donc pendant ces 2 ans en commission d'enquête, on a réussi à faire des recommandations à la Commission européenne pour avoir une révision sur la législation du bien-être animal. Malheureusement, au vu de l'agenda politique, cette révision aura lieu à la prochaine mandature et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir beaucoup d'écolos à la prochaine mandature pour qu'on ait un texte ambitieux sur la révision de la législation bien-être animal. On a réussi à faire rajouter sur ces recommandations les animaux aquatiques, donc ça c'est bien aussi. Je vais revenir sur 2-3 choses qui se sont dites tout à l'heure, déjà sur les DCP. DCP, c'est dispositifs de concentration de poissons. En fait, oui, comme vous l'avez dit, c'est comme des grosses bouées. Et comme son nom l'indique, dispositif de concentration de poissons, en fait, il y a des poissons, des animaux aquatiques qui sont, je dirais, attirés par ces dispositifs. Malheureusement, sur ces dispositifs, il n'y a pas de sélectivité, donc forcément, on a des juvéniles, on a des prises accessoires sur ces dispositifs. On a demandé à ce qu'on n'utilise plus ces DCP. On nous a fait une proposition d'avoir des DCP dits écologiques. Bon, on n'y est pas encore, puisque aux Seychelles, ils en utilisent beaucoup, notamment sur le thon. Sur les équipages des bateaux, on a eu un rapport il n'y a pas très longtemps sur le travail forcé, parce qu'on se retrouve avec des bateaux avec des pavillons européens, mais on sait très bien que sous le couvert des pavillons, parce qu'il y a des problèmes de repavillonnage pour des questions de quotas, on se retrouve avec des bateaux dits européens qui ne sont pas européens, avec du travail forcé à bord, et c'est juste de l'esclavagisme moderne. Avec, je vous fais l'histoire d'une boîte de thon, petit navire. Quand vous voyez le couvercle de la boîte de thon, si c'est marqué pêcher océan Pacifique, le thon c'est de l'albacore, c'est une espèce en voie de disparition. Donc déjà, on demande à ce que cette espèce ne soit plus assujettie à des quotas et ne soit plus pêchée. Et il y a une étude qui avait été faite par Bloom qui dit que en fait, les équipages de ces bateaux sont issus du travail forcé. Donc voilà, on en est par rapport à ça. Sur RTE, les problèmes de concertation, on a bien souvent des problèmes de concertation. Si je prends l'exemple des parcs éoliens, moi pendant la période du Brexit, je suis allée à la rencontre des pêcheurs où ils m'ont dit oui, non, mais vous êtes gentils, vous avez les aires marines protégées, on a le Brexit, on a l'éolien, on va pêcher où? En fait, le problème qu'ils ont, les pêcheurs, c'est qu'ils n'ont pas été concertés par rapport à l'éolien. Et quand on me dit aujourd'hui, oui, les écolos, c'est de la faute des écolos, l'éolien, sauf que je suis désolée, mais les parcs éoliens datent de l'époque de Sarkozy, donc c'est pas les écolos qui ont pas mis les pêcheurs autour de la table, et ça, c'est un gros travail à faire. Sur l'éolien, et la possibilité que les pêcheurs puissent pêcher dans des parcs éoliens, il y a plusieurs problématiques. Il y a la problématique des assurances, puisque les assurances ne veulent pas assurer les pêcheurs qui vont pêcher dans les parcs éoliens. Déjà au filet, c'est pas possible. Les pêcheurs à la traîne, c'est compliqué par rapport aux câbles, etc. Il y aurait une possibilité, c'est d'adapter les casiers, faire pêcher les caséilleurs. C'est un projet qu'on est en train de voir sur Boulogne. Là, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec des pêcheurs de Boulogne-sur-Mer, qui justement se font détruire leur matériel par des flottes étrangères. Donc là, j'ai rendez-vous avec eux la semaine prochaine. Sur mon travail en commission et sur mon travail en général sur les 5 ans, je dirais qu'il y a pas mal de victoires, même si moi quand je suis arrivée au Parlement européen j'aurais aimé courir et que j'ai fait des petits pas en avant, mais je m'aperçois que les petits pas en avant ils sont super importants. Donc il ne faut jamais perdre espoir et toujours continuer le combat même si c'est difficile, et c'est vrai que c'est difficile. Là sur la pêche, moi je suis sur la défense de la pêche artisanale. On a la PCP, la politique commune de la pêche, un peu l'équivalent de la PAC, la politique agricole commune, et pareil, la FNSEA pour la PAC, et le Comité national des pêches qui est, je dirais, l'équivalent de la FNSEA en pêche. Et sur cette politique commune de la pêche, on a un article qui s'appelle l'article 17, qui dit qu'on doit répartir des critères socio-économiques des quotas, puisqu'il y a des espèces qui sont sous quotas, et je vais prendre l'exemple du thon rouge en Méditerranée. Le thon rouge en Méditerranée, dans les années 2000, il y a eu un effondrement de cette espèce de poisson. Et il y a eu un plan de gestion. Et suite à ce plan de gestion, la ressource est revenue, on a mis des quotas. Et la répartition de ces quotas, aujourd'hui, se fait à 93% sur la pêche industrielle et 7%, c'est-à-dire les miettes, sur la pêche artisanale. Et on a cet article 17 qui dit qu'il faut répartir des quotas de pêche avec des critères socio-économiques et environnementaux.
Donc il y a 3 ans, je me suis retrouvée au tribunal de Montpellier avec des pêcheurs artisans. On a réussi à faire condamner la France. À l'époque d'Annick Girardin, ils ont fait appel, et là, on appelle la France a perdu. Ce qui veut dire que là, ça fait jurisprudence. On a les petits pêcheurs artisans italiens qui montent au créneau et qui vont faire la même chose. Donc pour nous, c'est une belle victoire, et moi, je suis très contente d'avoir réussi à travailler avec eux, parce que c'est avec les pêcheurs, c'est une victoire qui n'est pas que ma victoire, mais c'est un gros travail qu'on fait avec les pêcheurs, et on a vraiment besoin de travailler avec eux, main dans la main, comme avec les agriculteurs, pour faire en sorte d'avancer avec eux. Une autre victoire qu'on a eue, c'est la loi sur la restauration de la nature. La loi sur la restauration de la nature, depuis la directive Habitat qui a 30 ans, on n'avait rien. Beaucoup de choses ont changé par rapport à il y a 30 ans, les choses ont évolué. Et on a mis plus de 2 ans. C'est l'Europe qui s'effondre. Ah oui, c'est vrai. Non, faut pas. Et donc on a mis 2 ans et demi, je dirais, pour travailler sur ce texte, pour avoir cette loi sur la restauration de la nature. Et on a des groupes politiques qui ont carrément déposé des amendements de rejet du texte qui a été proposé par la Commission européenne, donc en commission de l'environnement, en commission d'agriculture et en commission de la pêche. Moi j'étais rapportrice en commission de la pêche sur cette loi sur la restauration de la nature. Et après, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais après plein de combats, on a réussi enfin à avoir cette loi sur la restauration de la nature. Alors c'est vrai que le texte il a été un peu détricoté, surtout au niveau de l'agriculture. Sur les écosystèmes marins, on a réussi à garder un paragraphe, mais c'est une loi qui existe aujourd'hui, qu'on va devoir améliorer, et ça aussi, c'est une victoire. C'est pour ça que je dis, bon, les choses, elles ne sont pas toujours parfaites, mais c'est toujours une avancée. Je pense que vous avez entendu parler, parce qu'on parle de dauphins, de ce qui s'est passé dans le golfe de Gascogne. Dans le golfe de Gascogne, depuis 10 ans, on a des échouages de dauphins. On a environ 1200 dauphins par an qui sont échoués, recensés, puisqu'après il y a ceux qui ne sont pas recensés et qui meurent asphyxiés. Ça fait 10 ans qu'on demande au gouvernement français d'agir par rapport à ces problématiques de dauphins. Les pêcheurs ne sont pas contents d'avoir dans leur filet des dauphins, et ils ne sont pas contents de capturer des dauphins forcément. Et donc moi à l'époque j'avais travaillé avec Annick Girardin pour travailler sur les pingers. Ce sont des petites balises qui, avec je dirais ça fait un peu comme un répulsif, parce que le dauphin, en fait, pendant la période où les pêcheurs pêchent les anchois, ben, les dauphins viennent manger les anchois tout simplement. Et donc, à force de demander, on nous a dit oui, on va voir, oui, on va le faire, oui, mais peut-être qu'on réfléchit. Finalement, ça fait 10 ans qu'il ne se passe rien. Il y a des ONG, FNE et Sea Shepherd, qui ont été au Conseil d'État pour demander à ce que ça s'arrête. Et forcément, ben, on est allé à la catastrophe, puisque il y a eu la zone de fermeture de pêche pendant 1 mois sur la zone du golfe de Gascogne. Et en plus, une aberration, c'est que la zone a été fermée aux pêcheurs français et on a laissé les pêcheurs espagnols pêcher dedans. Et puis au bout de 3 semaines, on a réfléchi, on a dit, ah ben zut, il y a des bateaux espagnols qui viennent, bon, finalement on va leur dire d'arrêter aussi. Donc c'est vrai que le résultat de cette fermeture, il est pas là. La Commission européenne a demandé à ce que pour l'année prochaine, il y ait une fermeture aussi, avec compensation financière pour la perte subie par les pêcheurs. Le problème, c'est que sur la perte subie par les pêcheurs, j'avais demandé à la Commission, parce qu'il y a ce qu'on appelle un guichet de paiement qui aurait dû être déclenché. Il a été déclenché pour certains pêcheurs, mais pas pour tous. Et ça, c'est problématique. Donc il va falloir saisir la Commission européenne pour justement que ces fonds soient débloqués, parce qu'il est anormal que les pêcheurs subissent des problèmes financiers par rapport à ça. Tout à l'heure, on a parlé de la transparence des fonds par rapport à RTE. Moi, je veux bien faire un rappel à la Commission sur la transparence des fonds, puisque je veux bien m'en saisir. Si on m'envoie des infos, je veux bien le faire, comme ça, soit via une question écrite, soit par une lettre à la Commission. Donc ça, je veux bien le faire. Et puis après, on parlait d'aires marines protégées tout à l'heure. Moi, je veux bien. On a 30% d'aires marines protégées, c'est super. Ce qu'on nous annonce, c'est magnifique. Macron, il nous dit 2024, l'année des océans. On a le sommet des Nations Unies 2025 à Nice, où on va nous expliquer qu'il y a super, c'est 30% d'aires marines protégées. Finalement, il y a 30% d'aires marines protégées juste sur le papier. On est à 0,0 quelque chose d'aires marines protégées avec des plans de gestion. Et là, j'ai la candidate macroniste qui nous dit je vais me saisir
d'un plan bleu. Bon, bah, si le plan bleu des macronistes, c'est de garder 30% d'aires marines protégées sur le papier, c'est bien. De continuer à faire du chalutage de fond dans les aires marines protégées, c'est magnifique. Et de ne pas respecter l'article 17, je ne vois pas où il est leur plan bleu, et ça, pour moi, ça me pose un gros souci. Et puis, il y a aussi un autre sujet. Parce que souvent, on nous dit à quoi sert l'Europe, c'est la faute à l'Europe, c'est ce que j'entends très souvent. Là, tout à l'heure, je suis passée voir les bateaux de pêcheurs et je vois l'étiquette, il y a des travaux sur le port au niveau de, je crois que c'est au niveau du quai, ils sont en train de refaire les quais, et il y a 300 et quelques mille euros débloqués par le FEAMPA, donc le fonds européen des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Mais ça, l'aquaculture me pose un problème. Pourquoi on a rajouté le A? Pourquoi on a rajouté le A? Parce qu'on parle de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire. Pour éviter d'importer des poissons, on va développer des fermes aquacoles carnivores. Alors, moi, j'ai rien contre les fermes de moules, d'huîtres, l'ostréiculture, mais les fermes aquacoles carnivores me posent un problème, parce que finalement, ce sont des carnivores qui sont nourris avec des farines de poisson, des huiles de poisson. Qui dit farine de poisson, huile de poisson, dit qu'on pêche des petits pélagiques en Afrique de l'Ouest, au détriment de la sécurité alimentaire des pays en développement. Et finalement, on déplace le problème de surpêche. Dans ma région, on parlait tout à l'heure de zone Natura 2000. Dans ma région, j'ai Aquafrais Grand Frais, qui a déjà 5 petites fermes aquacoles qui existent depuis longtemps. D'ailleurs, il y en a une qui avait été donnée pour 20 tonnes, et je me suis aperçue que c'est impressionnant. Ils ont déclaré donc administrativement pour avoir une autorisation 20 tonnes, et ils déclarent en production 120 tonnes, et ça ne dérange personne. Et donc cette même ferme Aquafrais Grand Frais veulent développer et agrandir l'équivalent de 14 terrains de foot sur une zone Natura 2000, avec le dégagement des fesses, c'est-à-dire les excréments des poissons. Au niveau de la biodiversité marine, ça va être un gros souci. Au niveau du trafic maritime, ça va être un gros souci. Natura 2000 avait dit non. Enquête publique défavorable. Et le préfet, juste avant de partir, parce qu'il a été muté, a signé l'autorisation de cette ferme. J'ai déposé un recours contentieux contre la décision du préfet. Donc je suis allée voir le nouveau préfet au bout de 6 demandes de rendez-vous décalées. Je l'ai vu il y a 3 semaines. Et la réponse du préfet, c'est « Oui, mais vous comprenez, il faut développer l'aquaculture, c'est la doctrine de l'État. » Oui, ok. Voilà, donc on en est là aujourd'hui, et je pense que sur les prochaines années, il va falloir se battre pour qu'on arrête de nous détruire nos océans, parce que souvent, moi j'entends qu'on parle de l'Amazonie, notre poumon, etc., mais les océans, la mer, c'est encore plus important au niveau des poumons, des captations de CO2, et voilà, c'est quelque chose qui vit. On a énormément d'espèces marines qui sont là, qui vivent, et il faut les protéger, et voilà. Donc merci à toutes et à tous, et si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup pour ce panorama. Alors, avant de passer la parole à la salle, juste pour rappeler que dimanche 19 mai, de 10h à 14h, Rame pour l'océan, sans ligne à haute tension. C'est une manifestation qui est organisée par le collectif. Donc, on peut se passer d'aller à la messe pour aller défendre l'environnement. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose exceptionnellement, on peut le faire. Je passe maintenant la parole à la salle, ceux qui veulent poser des questions sur les sujets qui ont été abordés. Par contre, la parole c'est monsieur. Philippe Garcia, Défense des milieux aquatiques. Je rappelle que mon association a été comme FNE et Sea Shepherd impliquée dans... Oui, non, mais c'est pas grave. Non, c'est juste pour vous faire comprendre que je suis particulièrement informé de ce sujet. Je rebondis sur votre idée d'indemniser les pêcheurs, qui est tout à fait naturelle. Mais je fais remarquer que le débat là, sur l'arrêt de la pêche pour les dauphins, il a occulté une autre conséquence, c'est que quand on arrête la pêche pendant un mois, on donne un ballon d'oxygène à l'océan qui n'a jamais été testé depuis les grandes guerres mondiales, hein, pour le dire comme il faut. Ça veut dire que pendant ce mois-là, il y a des poissons qui se sont reproduits, qui ont grandi, qui ont échappé au filet. Et donc, il y a derrière, forcément, un effet rebond de cet effort.
Or, je suis stupéfait d'entendre dire qu'il faut effectivement indemniser les pêcheurs, c'est tout à fait exact, mais il faudrait aussi tenir compte de cet effet rebond. Et nous, on surveille ce qui se passe sur les tonnages débarqués, et figurez-vous ce qui est en train de se passer, c'est que le mois de pêche perdu est en train de rattraper en quelques mois. C'est-à-dire qu'il est fort possible, et moi j'en mets ma main à couper à la fin de l'année, on ne vend même pas 1 kilo de moins de pêcher. Et ça, j'aimerais bien que ça rentre dans le débat public. Merci. On est bien d'accord parce qu'on a eu les mêmes, je dirais, les mêmes constats par rapport au Covid. D'ailleurs, il y avait eu une enquête sur les fonds distribués au manque à gagner des pêcheurs pendant le Covid, où on s'est retrouvé avec des bateaux de pêche qui, pendant le Covid, avaient déclaré qu'ils n'allaient pas pêcher, et puis finalement ils ont pêché quand même. Et avec les fonds qu'ils ont touchés, ils se sont fait installer Internet, etc. sur les bateaux. C'est pour ça qu'on demande vraiment à ce qu'il y ait une transparence de l'utilisation de ces fonds. Et moi j'aimerais avoir aussi une synthèse justement du tonnage pêché. Même si moi les quotas, les tonnages, ça me gêne un peu comme mot depuis longtemps par rapport aux poissons. Moi j'aimerais bien qu'on parle du nombre de poissons à un moment donné parce que je pense que ce serait frappant, beaucoup plus frappant de parler de nombre de poissons plutôt que de quotas, de tonnes. Et c'est vrai que ça me gêne un petit peu. J'avais une question sur le recours de convention que tu as abordé auprès du préfet. Par rapport au recours contentieux sur la décision du préfet. Alors pour l'instant, c'est toujours ouvert. Suite à ma réunion avec le préfet, la réponse qu'il a fait en disant que c'était une doctrine de l'État, puisque je travaille avec les pêcheurs artisans sur la zone aussi, donc il m'alerte régulièrement. J'ai appris il y a une semaine qu'il y avait plusieurs bouées de balisage qui commençaient à être mis en place. Mais j'ai appelé mon avocate pour savoir justement si c'était normal, etc. Ils viennent d'enlever les bouées. Donc ils essayent un petit peu de faire du forcing. Bon, ils n'ont pas trop de chance parce que même quand je suis pas là, j'ai des infos. Et j'y vais régulièrement, et puis bon, j'ai fait des vidéos aussi, parce que je plonge, et j'ai fait des vidéos sur les ancrages, etc., pour voir si ça a bougé. Donc j'essaye de gagner du temps, parce que Aquafré a décidé de ne pas faire les travaux pendant la période du recours. En principe, c'est pas un recours qui arrête les travaux, mais je pense qu'ils ont quand même une crainte et ils n'ont pas continué les travaux. Et bon, après c'est pas gagné, mais je ne lâcherai pas. Et s'il faut faire appel, je ferai appel. Et si ça dure, tant pis, ça dure. Autre question. Nicolas Servant, merci beaucoup d'avoir parlé des poissons en tant qu'individus et de cesser de parler de quotas et de tonnes, plutôt de nombre d'individus qui sont pêchés. Effectivement, ça touche beaucoup. Et d'ailleurs, il y a d'autres animaux qu'on va faire apparemment rentrer dans le cercle des animaux mangent, ce seraient les poulpes, les pieuvres, enfin je ne sais pas trop comment les appeler. Est-ce qu'au niveau européen, il y a une législation qui se met en place visant à limiter, encadrer, voire à proscrire éventuellement ces élevages-là? Alors je vais vous raconter une petite histoire. C'est que moi je plonge et je suis amoureuse du poulpe. Parce que dans ma région, un jour bon, ça fait des années que je plonge en apnée dans ma région et je joue avec un poulpe. Et un jour je lui ai fait peur, il est devenu tout blanc. Et je me suis dit, oh mon Dieu, il a une sensibilité particulière. Et donc j'ai fait appel à une scientifique qui avait fait une étude et qui m'a expliqué un petit peu la sensibilité de cet animal. Et aux îles Canaries, ils veulent développer des fermes à poulpes parce qu'il y a une demande extraordinaire de consommation du poulpe. Et ça va faire partie d'un combat que je vais mener à la prochaine mandature. C'est pour ça qu'il faut des écolos à la prochaine mandature. Parce que c'est un animal en plus à propulsion. Comment est-ce qu'on peut enfermer un animal en propulsion? Et puis, il y a une aberration totale, on parle de la fin de l'élevage en cage, et c'est quoi les poissons? On les met dans des cages en fait. Que ce soit le poulpe ou en aquaculture carnivore, finalement, on met des poissons en cage. Et moi, ce qu'on m'a répondu, c'est ah oui, sauf que ce sont des poissons. Donc on a ce rapport avec le poisson qui est quand même assez particulier, où il n'a pas de reconnaissance encore en tant que tel, et c'est bien dommage en termes de conditions animales. Pendant 5 ans, j'ai demandé à ce qu'on ait une audition en commission pêche du bien-être animal des poissons. J'ai réussi à en avoir une
sur l'élevage, sur l'aquaculture. Et ils ont bien rigolé dans la commission pêche, parce que c'est une commission qui est très conservatrice. En gros, moi, quand je suis arrivée dans cette commission, déjà, c'est une commission qui est très masculine. On m'a dit, moi, ça fait 15 ans que je suis là, et en plus, moi, je suis un homme, donc je dis, ok. C'était mon entrée en matière dans cette commission, c'était très sympa. Et aussi, il y a un autre sujet sur l'aquaculture, c'est les cormorans. Puisque les cormorans mangent des poissons, et ça dérange, puisque sur les fermes aquacoles, même s'ils mettent des filets, ça ne leur convient pas. Donc maintenant, on a des exceptions pour pouvoir faire des tirs de cormorans. Et pendant l'amendement que j'avais déposé, on m'a envoyé sur mon téléphone une recette de cormorans en disant que c'était super bon à manger. Donc il faut vraiment pas se laisser faire et continuer ce combat. Et c'est un combat qu'on mènera à la prochaine mandature. Bonjour. Moi, je rebondis un peu sur les noms des dauphins, en fait, parce que j'ai un de mes voisins qui est pêcheur ici à Côte-de-Monde et qui m'a ouvert les yeux là-dessus depuis plusieurs années, parce qu'il me disait que même lui, il passionnait de pêche, tout ça, mais qu'il voit son métier mourir, et que les dauphins, en fait, lui, il dit qu'il y en a dans chaque filet, et qu'en fait, il leur crève les poumons pour qu'ils coulent, pour qu'on les retrouve pas sur les plages, donc je pense que les chiffres sont énormes. Voilà, et comme il me dit, lui, le problème, c'est que les méthodes de pêche n'ont jamais évolué. Et que par contre, il y a de plus en plus de demandes, et comme il me dit lui-même, le petit Parisien, il a le droit aussi d'en manger. Bon, voilà, c'est comme ça, et il faut faire avec. Mais il faudrait que les méthodes évoluent. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de, justement, je ne sais pas si ça a été fait, de proposer des subventions en fonction des méthodes de pêche? Parce que je sais que moi, du coup, depuis, j'ai arrêté complètement le poisson, plus simple. Sauf quand lui, il empêche à la canne. Je sais qu'il n'a rien tué d'autre, c'est sélectif. Et qu'il y a très peu, mais bon, quelques pêches qui le proposent quand même, on va dire industriellement, en petite quantité, voilà, à des prix astronomiques, mais bon, je préfère en manger moins, et voilà. Donc je me dis, s'il y avait des subventions pour les gens qui le font bien comme ça, et les aider à développer des méthodes de pêche, quoi, tout simplement. C'est un petit peu la proposition que j'avais faite sur le rapport d'initiative de l'article 17. Un pêcheur qui pêchait avec, je dirais, une méthode plus vertueuse. J'ai l'exemple des ligneurs de Bretagne, qui eux ont eu carrément un problème. Ils ont choisi une pêche vertueuse et on leur enlève les quotas. Donc on a réussi avec la Commission européenne, etc., à les faire rentrer dans une opération de producteur. Ils ont pu récupérer les quotas pour cette année. Et donc ça fait partie des combats qu'on mène. Et c'est une proposition que j'ai faite sur le rapport d'initiative sur l'article 17. Et sur la quantité des dauphins, on est à peu près à 1200. Mais on s'aperçoit qu'il y a des pêcheurs qui jouent le jeu et d'autres pas. Donc le recensement, il n'y est pas. Moi, je suis sortie avec Sea Shepherd pour aller voir ce qui s'y passait. Parce que moi, j'ai besoin de me nourrir de ce que je vois sur le terrain pour faire remonter les choses au Parlement. Si je ne vois pas, j'ai du mal à travailler. Donc on avait pris un Zodiac, on était parti à 4h du matin et on a suivi plusieurs bateaux pour aller voir un petit peu, c'était des fileyeurs, mais ils ne le font pas exprès. Donc voilà. Et il y en a un qui, on s'est présenté et bien sûr il a bagué le dauphin, on a embarqué le dauphin sur le Zodiac, mais il y en a un, on a eu beau l'appeler, etc. Il a lâché, il a coupé un petit bout du dauphin, le dauphin a commencé à couler. En fait, au niveau du recensement, on n'y est pas du tout, parce qu'il y en a qui meurent asphyxiés, et il faut vraiment aller sur des transitions des méthodes de pêche. Chalutage de fond, déjà, interdire le chalutage de fond dans les aires marines protégées, parce que pour l'instant, on a le droit de chaluter dans les aires marines protégées. Et puis, on a réussi à interdire la pêche électrique. Pourquoi on ne réussirait pas, et ça va être aussi une prochaine étape, l'interdiction de la Seine démersale. La Seine démersale, c'est une aberration totale. En 2 passages de bateau, on élimine la surface de Bagnolet, mais tout, biodiversité, tout, en 2 passages de bateau. Ça se passe beaucoup dans les Hauts-de-France, et on a les pêcheurs des Hauts-de-France qui ont demandé un moratoire contre cette technique de pêche. 98% des pêcheurs demandaient à arrêter cette technique de pêche. Et malgré tout ça, j'avais déposé les amendements, malgré tout ça, les macronistes se sont opposés à cet amendement. D'ailleurs, Hervé Berville avait appelé les députés en faisant du lobby, en disant l'amendement rose, il ne faut pas qu'il passe, etc. Et donc, dès qu'on peut, on remettra, on redemandera l'interdiction de cette technique de pêche. Mais il faut aller vraiment sur si on a un pêcheur qui utilise des techniques de pêche vertueuses, qu'il ait plus de quotas par rapport à ça. Pas obligatoirement des subventions, mais plus de quotas.
donc plus de possibilités de pêche. Sauf que un petit pêcheur, un ligneur, il n'a pas besoin de pêcher beaucoup finalement pour gagner sa vie correctement et valoriser son poisson. Finalement, même si on lui augmente le quota, il ne s'en servira pas. Donc il faut trouver d'autres solutions, soit une aide pour l'entretien de son bateau, mais il faut vraiment qu'il ait quelque chose par rapport à sa pratique en fait. Est-ce que ça ne pourrait pas être aussi une aide par rapport aux charges salariales? Parce que est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir sur la pêche artisanale moins de charges salariales pour soutenir? Alors, cotisation, ça. Ouais. Les ligneurs de Bretagne, ils sont devant à bord. Donc c'est vraiment des petits pêcheurs. Enfin, le terme petit n'est pas péjoratif, mais ils ont 860 kg de poissons. Donc ils ne pêchent pas énormément, mais ils arrivent à vendre en direct le poisson et ils arrivent à s'en sortir. Sur les charges salariales, ça ne va pas être une compétence au niveau européen. Donc ça va être un peu compliqué, peut-être une compétence des États membres, mais quand je vois qui est au gouvernement aujourd'hui et déjà par rapport à l'article 17 et la préservation de la pêche artisanale, je me dis ils ne feront pas d'efforts à ce niveau-là. Donc à voir comment est-ce qu'on peut amener la chose. D'autres questions? Oui, Serge Macoviac, je suis élu à Cap-Breton. J'ai deux sujets à aborder avec vous. D'abord, merci pour ce que vous avez apporté. Ici à Cap-Breton, on a 19 bateaux de pêcheurs professionnels. On y tient, on y est très attaché. Beaucoup sont des amis, parfois de la famille. Et ils nous expliquent qu'effectivement, que leur métier est difficile. Moi, ce que je retiens dans votre proposition, qui est très intéressante, c'est l'appareil répulsif au dauphin. Certains me disaient qu'ils l'avaient. Bon, donc c'est peut-être une piste à creuser. Enfin, je pense que c'est vous la spécialité. Ici, à Cap-Breton, comme dans le sud des Landes, on a un sujet énorme d'environnement, c'est RTE, qu'on ne comprend pas. Pourquoi on ne le comprend pas? Parce que on nous explique d'abord que ça devait passer par l'océan, sans concertation avec les pêcheurs. Et on nous dit, mais il fallait passer par l'océan parce qu'en réalité, ça doit passer que par là. Et puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a un gouffre qui est connu depuis le XVIe siècle d'ailleurs, et on s'aperçoit qu'il y a un gouffre. Ah bon, on ne peut plus passer par là. Il y a un autre projet entre le Maroc et la Grande-Bretagne, qui s'appelle X-Links, qui, eux, contournent à la fois le golfe de Nazaré et le golfe de Cap-Breton sans problème. Bon, ce sont les techniciens. Je ne rentre pas là-dedans. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression qu'on nous mène bateau, si je peux m'exprimer ainsi, puisque on nous dit il n'y a pas d'alternative possible. Alors, on dit mais si, l'autoroute. Alors on nous dit mais c'est trop cher. On ne l'a pas étudié. Si c'est trop cher, c'est qu'ils l'ont étudié, mais c'est qu'ils ne veulent pas le présenter. Et c'est trop cher par rapport à quoi? À leur budget initial, qui était d'1,7 milliard, ou de leur budget actuel, qui va frôler 3,5 milliards, voire 4 milliards. Et donc, et on a l'exemple, en plus, de ce qu'il fallait peut-être faire. Mais ce qu'on demandait, c'est simplement qu'ils nous expliquent pourquoi ça ne peut pas passer le long de l'autoroute. Et on ne nous l'a jamais expliqué, alors que la même opération s'est effectuée à l'est, entre Perpignan et Figueras, et il devait passer dans la campagne, les vignes, etc. Et en réalité, les élus sont montés au créneau avec la population, et RTE a cédé et a modifié complètement son tracé et a fait passer le long de l'autoroute. Ça veut dire que lorsqu'il y a une volonté, eh bien parfois, même RTE et l'État peuvent écouter, je ne dis pas céder, simplement écouter. On doit terminer en disant qu'on est quand même déçu du peu d'impact politique de ce tracé, puisqu'on n'a pas entendu les élus.
On n'a pas entendu les élus dans cette affaire. Bravo à Marie Darzac et à son collectif. C'était les seuls à monter au créneau. Quelques élus sont montés au créneau, mais très rares sont les élus qui ont pris position. De sorte que aujourd'hui, je ne sais pas ce que pense, par exemple, le député Dupont. On ne sait même pas, puisqu'il ne s'exprime même pas sur un projet aussi fondamental que celui-là. En terminant, je dirais simplement qu'on parle beaucoup d'environnement. Maintenant, il n'y a pas une émission sans qu'on parle d'environnement, de protection de l'environnement, des animaux, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qui bouge? Concrètement, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez, par exemple, un tracé comme RTE qui est absolument délirant? Il ne se passe rien. Alors, il reste la justice. On dira le moment venu ce qu'on pense. Ouais, Gérard qui sourit. On dira le moment venu ce qu'on pense des décisions de Bordeaux. Alors, pour être un petit peu optimiste, il y a quand même quelques décisions de justice qui sont satisfaisantes. Je pense que vous la connaissez mieux que moi. La dernière transmission de la question prioritaire du Conseil d'État au Conseil constitutionnel, qui par une décision du 27 octobre 2023 dit effectivement tous ces projets qui peuvent toucher à l'environnement, là c'était je crois un stockage de déchets, non seulement on doit protéger la société actuelle, mais les générations à venir. Voilà, on va terminer par cette phrase un peu optimiste. Pour terminer, peut-être la question sur le financement. J'ai interrogé à un moment donné la Commission européenne. Il y a une direction, on m'avait donné voilà, c'est ça. Ils m'ont dit qu'ils examinaient avec attention ma question. Je les ai renvoyé un deuxième mail. Ils m'ont dit c'est très intéressant et j'attends la réponse. Voilà. Alors sur le côté du financement, moi je veux bien relancer. Si vous m'envoyez les informations, je veux bien relancer et appuyer justement le fait de demander où est passé l'argent, etc. Ça me va très bien. Si vous me donnez les informations, je veux bien monter au créneau par rapport à ça. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Théo? Je partage complètement ce que vient de dire Serge. On travaille depuis le départ sur ce dossier avec Serge. Ce qui est impressionnant, et justement puisqu'il parlait des élus, c'est que le fait que ce projet soit un projet européen, on a l'impression que tout le monde se met à genoux et on a absolument rien de possible. Or, on sait très bien qu'un projet d'intérêt communautaire, effectivement, peut être porté à la seule et unique condition, c'est qu'à la base, il soit déjà rentable. Or là, en ce qui concerne ce dossier, la rentabilité, je suis désolée de le dire, mais on n'a aucune information dessus. On sait qu'on est passé d'1,7 milliard à 3,2 milliards. Il y a eu une enquête publique justement sur le financement qui a été faite au mois de juin 2023. Et la commission d'enquête, qui a d'ailleurs donné un avis favorable, en reconnaissant qu'il n'y avait aucun document comptable dedans, mais qu'RTE prétendait que ce projet pourrait être rentable si le gaz continuait à augmenter. Donc on est vraiment sur du sable mouvant, c'est pas acceptable, mais je constate une chose, c'est qu'au niveau des élus locaux, alors je vais aller même beaucoup plus loin, au niveau du Conseil général, au niveau du département, personne ne prend en charge, comme vient de le dire Serge, ce dossier, sous prétexte que c'est un dossier européen, et un dossier européen s'impose à tout le monde, et on n'a plus du tout, on perd complètement la souveraineté sur notre territoire. Et ça, moi, ça me désole absolument. Alors, dossier européen, ça veut dire montage financier pour faire des demandes de fonds européens, mais en termes de volonté politique, ça dépend des États membres, et ça dépend forcément du territoire. Donc c'est aux politiques du territoire de réagir et de demander tout ce qu'il y a à demander. Après, s'il faut nous, Européens, monter au créneau, eh ben, il faudra qu'on le fasse. Voilà. Donc encore une fois, s'il faut mobiliser, s'il faut faire des actions, etc., ben, on le fera et on pourra se rendre disponible, député européen, pour essayer de faire un maximum de good. Sur le c'est le maire, s'il avait voté non au projet, pas obligatoirement le maire, mais sur l'ensemble ça dépend comment est monté le projet et quelles sont les parties prenantes sur ce projet. En fonction du montage du projet, il faut voir qui, je dirais, a plus ou moins la décision finale, mais on peut faire pression justement pour changer ce projet. Le projet n'est pas définitif, il manque des éléments, il manque des informations. On nous dit le projet il est rentable, mais il n'y a pas eu je
je dirais, d'audit pour aller chercher, savoir si le projet est rentable. Donc finalement, il manque des choses. Et ça, il faut le faire remonter. Donc à ce stade, vous pouvez faire quelque chose? Et bien à ce stade, si j'ai les informations du dossier, je peux voir ce que je peux faire et je vous dirai ce que je peux faire ou pas. Parce que moi, je préfère vous dire oui, je peux faire ou non, je ne peux pas faire. Mais si j'ai les infos par rapport à ce dossier-là, avec les élus Europe Écologie Les Verts, si j'ai le maximum d'infos, on pourra monter au créneau et voir ce qu'on peut faire sur le dossier. Et s'il faut venir sur place et mobiliser sur place et faire du bruit, on le fera. Et voilà, c'est ça. Bonjour, moi je voudrais revenir sur la surveillance des déchets. On sait tous que dans le gouffre de Capbreton, il y a un certain nombre de fûts radioactifs qui ont été immergés par la France, le Royaume-Uni. Est-ce qu'il y a une surveillance sur ces déchets? Est-ce qu'on connaît l'état des fûts? Je suis très inquiet sur les poissons que je mange. Je ne sais pas quel impact ça peut avoir. Je suis vraiment inquiet. Je voudrais savoir s'il y a des gens qui s'en occupent. Et la deuxième chose, que pensez-vous personnellement de la pêche dans la Dour sur les espèces qui migrent, comme le saumon, la lauze, la truite de mer, les anguilles? Voilà, parce qu'actuellement, la Dour est barrée de petits pêcheurs et je trouve ça complètement anormal. Alors sur la surveillance des fûts, je m'étais intéressée au dossier Dunkerque sur des fûts qui sont enfouis aussi avec des munitions. Et justement, il y a des munitions qui sont poreuses. Et bon, j'ai pas étudié sur les fûts de Capbreton. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a été fait sur le sujet, je peux me renseigner. Mais en tout cas, c'est un gros sujet, que ce soit au niveau des obus, etc., qu'il y a enfouis ou des fûts. C'est un gros sujet parce que de toute façon, forcément, il y a des pertes, hein, et ça va forcément engranger des dommages sur la biodiversité et sur les espèces. Et sur la pêche, alors sur la pêche sur les espèces et la pêche de loisirs, puisque c'est ça. Non, c'est pas la pêche de loisirs. Ce sont des professionnels. Ah, c'est des professionnels, d'accord, ok. Mais, parce que vous dites petits pêcheurs occasionnels... Non, petits pêcheurs avec des petits bateaux. D'accord. En fait, c'est une tradition, ils barrent les 3/4 de la Dour avec des filets. Ouais. Les poissons qui migrent, ils les attrapent. Ouais, alors on a eu le sujet sur la civelle, puisque bon, ça a été, ça a été le même sujet. Ça, c'est une technique, on est en train de, c'est comme le bangui aussi, on est en train de faire en sorte d'aller sur une transition de ces pêches-là, parce que là aussi, c'est la captation des juvéniles, de tout finalement, des captures accessoires, et ça fait partie des transitions de la pêche où on va devoir y aller, parce que malheureusement, à un moment donné, à force de tout puiser, de ne pas avoir de sélectivité, il n'y aura plus de ressources, et plus de ressources, ça veut dire plus de pêcheurs non plus. Et ça, les pêcheurs, il faut qu'ils l'entendent aussi, parce que bon, Oui, alors à propos des fûts radioactifs dans le golfe de Gascogne, moi j'ai suivi ça parce que j'ai fait des études de géologie, en particulier de sélénographie, et il y a des courants de turbidité là, qui dévalent les pentes, c'est-à-dire qu'on a le plateau continental, ensuite on a deux pentes très très fortes qui arrivaient à peu près à 3500 mètres de fond, et déjà dans les années 80, on avait, quand j'ai fait mes études, on nous a montré que ces fûts étaient entraînés dans les courants de turbidité. Or, les courants de turbidité, il y a une dynamique extraordinaire parce que ce sont des espèces de torrents de boue, de sédiments et d'eau, donc qui développent une énergie considérable et donc qui roulent les fûts. Et après, il n'y a pas eu, on avait déjà, moi je suis professeur à l'époque, on n'a jamais réussi à avoir un résultat quelconque. Alors, peut-être la meilleure espérance, c'est qu'ils soient enfouis sous les sédiments. Le problème, c'est que les courants de turbidité continuent, d'ailleurs c'est pour ça que les câbles n'ont pas pu passer par le bout de Capbreton, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des courants de turbidité. Mais en fait, on le sait depuis très longtemps qu'il y a ces courants de turbidité, puisque dans les années 80, on le savait. Donc, quand RTE a dit qu'elle a fait des études, ils se sont rendus compte au dernier moment. Franchement, n'importe quel étudiant en géologie aurait pu le dire, il y a des courants de turbidité, vous ne pouvez jamais passer les câbles. Jamais.
Donc, je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une compaction de ces sédiments et donc qu'il reflue de l'eau, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. D'autre part, il y a quand même des mouvements tectoniques qui se font, puisque la France et l'Espagne s'écartent, donc il y a quand même des mouvements tectoniques, on ne sait pas trop ce que ça peut faire. Pour l'histoire de RTE, je crois qu'ils ont menti sur l'intérêt, quand ils ont fait le dossier, sur l'intérêt européen. Parce que c'est une interconnexion électrique entre la France et l'Espagne, et ceux qui soutiennent ce projet-là, ça a plus de communautaire, etc., c'est qu'en fait, c'est relié à la centrale nucléaire du Blayais. Et donc, en fait, c'est tout. Enfin, nous, en Europe Écologie Les Verts, on a contesté l'entièreté du système. Parce que, en fait, on veut vendre de l'électricité à l'Espagne. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont accepté que l'Espagne paye moins que la France dans le. Donc, or, ça n'a jamais été dit au niveau européen. C'est quelque chose qui est mis sous la table parce que ce n'est pas encore sûr qu'il y ait 2 réacteurs supplémentaires au Blayais. Et à propos des associations, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a une réduction du pouvoir des associations. Alors ça n'a pas à voir avec l'Europe, hein, c'est vraiment national à l'heure actuelle. Et aussi une diminution du périmètre de la Commission nationale du débat public. Alors c'est vrai en particulier pour les extractions minières. Donc c'est lié aussi à la recherche de minerais dans les fonds marins. Donc pourquoi ils le font? Parce que les associations obtiennent des choses dans les juridictions. Donc on réduit leur pouvoir d'ester en justice. Et comme on diminue aussi le périmètre de la Commission nationale du débat public, ça veut dire que dans ce cas-là, il y aura moins de débats publics et donc il y aura des autorisations sans faire, donc même la concertation, elle n'aura pas lieu. Voilà, donc je voulais préciser ces petites choses. Tout ne dépend pas de l'Europe dans ce cas-là, mais il faut savoir qu'il y a eu là, ça a été faux. À la base, voilà. J'ai une précision par rapport. Ah, pardon. Juste sur le groupe de Cap-Breton. Il y a 3-4 ans, il y a une journaliste de Sud-Ouest, justement, on en avait parlé, ça a été révélé par les amis d'affaires dans les années 70, lorsqu'ils ont émergé donc, ces différents. Enfin bref, ça a été il y a longtemps. Et donc, il y a 2 ans, la journaliste Julie Lancelot m'a contacté parce qu'il y avait un groupe de. Donc, tous les organismes d'État, SN, etc., ça ne s'occupe pas du tout. Et il y a un groupe de scientifiques qui ont financé eux-mêmes une expédition. Ils sont partis il y a 1 an et demi à peu près pour essayer justement d'analyser, de voir un peu ce qui se passe au niveau des flux radioactifs du groupe de Cap-Breton. Et là aussi, une honte quand même, c'est que ça soit des financements privés pour le faire. Je voulais juste rebondir sur les mensonges de RTE. Il faut savoir qu'au niveau européen, si vous allez sur le site et que vous regardez ce projet, il est totalement sous-marin. C'est-à-dire que ce contournement terrestre n'apparaît absolument pas. Et même au mois de septembre 2023, il y a eu une nouvelle carte qui a été également produite par RTE au niveau de l'Europe, et c'est toujours le tracé totalement sous-marin. Donc nous partons du principe que RTE n'a absolument pas prévenu l'Europe d'une part de cette incapacité de franchir le Louvre, et qu'ils continuent à mentir. C'est-à-dire qu'ils ont menti à l'Europe pour obtenir cette subvention, parce qu'on se rend bien compte que c'est après avoir obtenu cette subvention qu'ils ont prétendu que le Louvre était infranchissable et qu'il y avait eu entre 2018 et 2019 des éboulements. Mais comme Madame vient de l'expliquer, éboulement ou pas éboulement, la turbidité faisait que ça n'allait pas être possible, donc ils le savaient. Et aujourd'hui, au niveau de l'Europe, je suis persuadée et convaincue. Je sais que Serge Macouliac s'en était occupé pour essayer de les informer de ce fait, mais rien n'est bougé. Et moi, j'avais eu quelqu'un au niveau de l'Europe qui m'avait dit, mais de toute façon, la subvention, elle fait partie d'un ensemble de subventions et qui a été octroyée durant cette année-là. Donc, les subventions de 2018 ont été données à l'État français. Retournez-vous vers l'État français. Comprenez bien, en l'état actuel des choses,
L'État français, il n'a qu'une seule envie, c'est d'avoir un maximum d'interconnexion, parce qu'on est quand même le pays au monde le plus interconnecté. Et on vient nous dire qu'il faut continuer, qu'il en faut encore, puisqu'il y en a une autre derrière qui arrive après celle-là qui s'appelle Langue-Nava, qui va passer le long de l'autoroute et qui a encore une interconnexion en fait entre le nord des Landes et l'Espagne. Je ne sais pas à combien ils vont s'arrêter, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne complètement. D'autant plus que dans le cadre du TURP, on sait très bien que c'est nous les consommateurs qui allons payer ça, et qu'actuellement le coût-bénéfice n'est absolument pas démontré, ce qui signifie que non seulement on continue à créer une surcapacité entre la France et l'Espagne, mais en plus on est en train d'alourdir la facture des Français d'électricité en créant des projets qui ne seront pas rentables. Et je pense que lorsqu'on nous impose un projet européen, la première des choses serait quand même que l'Europe puisse avoir la certitude de la rentabilité du dossier. Ce qui n'est absolument pas. Par l'intermédiaire de Sophie, si tu veux bien t'en occuper, récupérer le maximum d'informations. Parce que sur les fonds européens, souvent on a des fonds européens donc, qui descendent au niveau des États membres, mais ensuite qui descendent au niveau des régions, et ensuite sur des appels à projets. J'aimerais bien qu'on arrive à tracer, voir un peu comment on arrive à retrouver un petit peu nos filles, si tu arrives à... Avec les petits projets. On a essayé de le retrouver sur le site de l'Europe. Je les avais, je ne sais pas ce que j'en ai fait sur l'ordinateur, mais la décision a été sur 10 projets. C'était en janvier 2018 ou le 19 janvier 2018. Mais je veux bien récupérer le maximum d'informations parce que si je vais au crayon, si je montre des infos, que je puisse avoir des infos, comment ont été débloqués les fonds, etc. Peut-être un point purement juridique, parce que je trouve que c'est choquant. Ces enquêtes publiques, donc 2 enquêtes publiques, 98 ou 99% des gens disent on est contre, et l'enquêteur dit pas de souci, avis favorable. On a un sujet quand même sur ces enquêteurs publics. Ils sont payés par qui? Ils sont payés par le mandant, c'est-à-dire qu'ils sont payés par RTE. Est-ce qu'un jour il y aura un parti politique à l'Assemblée nationale qui soulèvera ce problème en disant que ces enquêteurs publics doivent être indépendants et par conséquent être payés directement par l'État et pas par celui qui demande à effectuer le projet? On est d'accord parce que sur mon recours sur la ferme aquacole, Aquafrique en fait, une petite anecdote, on est allé voir l'enquêteur public avec les pêcheurs. Et au moment de rentrer dans le bureau, donc on explique un petit peu la situation. Et là, ma grande surprise, toc-toc à la porte de l'enquêteur. Le directeur de Aquafrais Grand-Frais rentre voir l'enquêteur public, son grand copain, etc. Et en fait, quand on est sorti, il était midi moins 10, il attendait dehors. Bon, moi, il m'a un peu gentiment agressé au moment où je suis sortie du bureau. Mais on les a vus partir ensemble et de loin on leur a dit bon appétit parce qu'en fait ils allaient manger ensemble quoi. Et donc ça aussi il faut le dénoncer parce que c'est une aberration. C'est dans le but public, c'est comme la médecine du travail, c'est le patron de c'est la même chose. D'autres questions? Mais même lorsque l'enquêteur public émet un avis défavorable, on va voir ce qui va se passer effectivement sur les terres d'Arnoux. Ah oui, voilà. Même lorsqu'il émet, on va voir ce que va dire la préfecture et la préfète. Il est possible qu'elle donne, elle, l'autorisation des permis de construire. Sur la ferme aquacole de Golfe-Juan, la première enquêtrice publique, parce qu'il y a eu 2 sujets différents, sur la première enquêtrice publique a donné un avis défavorable, elle, et le préfet a signé son accord, juste avant de partir. Oui. Marie-Claire. Alors, est-ce que tu t'occupes aussi dans ta commission de la santé du plancton? Parce que c'est effectivement le plancton végétal qui, en fait, fournit le maximum d'oxygène, contrairement à l'Amazonie. Et le plancton étant à la base de tout, est-ce que la Commission européenne s'occupe aussi de la santé du plancton?
ça fait partie de la stratégie de la biodiversité, en fait, si tu veux. Tout ce qui est herbier, en général, plancton, fait partie d'un rapport qui s'appelle stratégie biodiversité. Ça fait partie du dossier, malheureusement. Comme toujours, on a des textes qui sont, pour nous, en tout cas écologistes, pas suffisamment ambitieux. Quand on voit ce qui se passe sur les herbiers de Posidonie, où tu as les ancrages de yachts dans ma région, où il y a un parking à yachts, parce que les îles de l'Érins, l'été, c'est 40 bateaux de plus de 30 mètres, voire 50 mètres qui viennent parce qu'ils sont à Cannes, devant Cannes, qui ancrent. Et le fait d'enlever l'ancre arrache tout, et c'est le désert total à la fin. Et c'est quand comme je ne sais plus quel jour on est, lundi, j'ai rencontré des pêcheurs à Annecy, et eux avaient un système de moteur auxiliaire pour stabiliser le bateau qui justement permettait de ne pas ancrer. C'est électrique. Et ça peut être une solution, et ça aussi c'est un sujet intéressant. Voilà. 10 petites minutes encore, et après on range. Ouais, bon, c'est la chose la plus importante en fait. Je rebondis sur ce que vous parlez de la turbidité, du gouffre, tout ça. Moi, je suis dans le collectif et j'étais en contact avec le président d'Octopus Energy qui fait partie de XNX, puisque ils vont faire la ligne Angleterre-Maroc. Le plus gros des fonds, ça vient de TAQA, donc c'est l'énergie en Arabie Saoudite. Il y a bien sûr EDF, Camille, Total, énergie bien sûr, qui est de la partie. Et donc Octopus, j'ai pu discuter par mail avec le président d'Octopus qui me certifie qu'eux, ils ont déjà fait 2 études pour passer le gouffre, qui savent exactement où ils passent et qui s'en sont à leur 3e, mais qui sont sûrs de passer. Alors est-ce qu'ils mentent et on va se retrouver en plus avec leur ligne pour faire le contournement, ou est-ce qu'ils disent qu'ils passent le gouffre? Avec des câbles? Avec la même, c'est la même ligne mais qui fait Angleterre-Maroc. 400 000 volts, la même en continu. C'est bien seul. Ça arrivera un jour ou l'autre, elles seront cassées. Les courants de turbidité, c'est quelque chose de monumental. C'est comme si vous aviez des tonnes de matériel qui vous tombaient sur la tête. Alors, en plus, c'est pas très prévisible toujours, parce que les sédiments s'accumulent au bord, là, et puis tout d'un coup, ils sont très chargés d'eau, et tout d'un coup, ça s'écroule. C'est quelque chose de monumental. Donc, là, même à la tête du gouffre, même au niveau de la tête. Ben non, la tête du coup, tu ne vois pas qu'elle va. On ne sait pas, moi c'est ma peur aussi, parce que là on peut dire adieu aux vagues qui ont quand même une réputation d'Osgore, puisque la Nord et la Gravière, toutes ces vagues, c'est grâce à la tête du gouffre. Si c'est fou, moi, il me semble que ils n'ont pas le droit de passer si près de la côte. Mais par contre, s'ils passent dans le gouffre, et même dans le golfe, les câbles ne tiendront pas. Ils ne se rendent pas compte de la masse que c'est des courants de turbidité. Donc on risque de se les retrouver dans le même contournement. Mais non, mais dans ce cas-là, il y aurait dû y avoir une enquête publique, c'est pas normal. Parce que j'en pense. Justement, je crois qu'RTE qui n'est pas passé là à cause des vagues. Entre l'estacade, le double estacade et le gouffre, il est à peu près à 500, c'est ça 500 mètres 300 mètres. Ouais, 300 mètres. Et je ne crois pas que ça cause des vagues, mais. Et que là, et oui, là, ils auraient dû passer, parce que c'est pas le posé. Mais il paraît que les vagues allaient enfin voilà, il n'y avait pas assez de flux. Et alors, dans ce cas-là, il faut qu'ils fassent un petit biscuit, comme on dit ici, passer comme ça, ils ne passent pas tout droit. Et mais de toute façon, quand on passe près du bord du plateau continental et qu'il y a la grande descente, là, les courants de turbidité, ils cassent tout. On ne peut passer comme je crois que l'idée, c'est qu'ils veulent creuser dessous. Donc ça ne veut dire pas trop le place. Mais ce qui serait une catastrophe aussi pour le gouffre et tout ce qui vit dedans. En plus de ça, biodiversité, tout ce qu'on veut, le gouffre de Bas-Breton, c'est quand même un espace à la fois de biodiversité et un objet géologique remarquable. Exactement, il faudrait le protéger. Ah oui. Ça va faire être attentif. 2 dernières questions. Merci. Moi, je fais également partie du collectif Stop THT et Marie nous a bien expliqué l'entièreté du dossier. Il faut savoir que ce qui était l'inquiétude des habitants est en train de se transformer en colère. Plus les infos sont connues, plus elles circulent. Et puis quand on a vu arriver les machines sur le littoral au Porge, parce qu'il se passe aussi des choses en Gironde, ici à Seignos, aux Océanides et en Espagne. De plus en plus d'associations, il y a plus de 34 associations environnementales qui rejoignent le combat et des gros
des gros ténors, on parlait de Sea Shepherd, il y a Patagonia qui vient de nous rejoindre, il y a le GNSA, il y a DMA, il y a, et puis plein de petites associations aussi locales, Save la Mermaid, il y a vraiment beaucoup de gens qui commencent à se réveiller et à bouger. Donc nous, on est des gens pacifistes, on adore notre région, on n'a pas envie que ça dégénère. Le risque, il est quand même là. Donc on fait tout ce qu'on peut, hein, jour et nuit, on travaille pour faire connaître ce dossier et trouver les angles d'attaque. Moi, j'aimerais savoir, vous, concrètement, comment vous pouvez... Bon, vous allez travailler sur les fonds, c'est une chose, mais aujourd'hui, chaque heure perdue, c'est un camion toupie qui bétonne la dune, c'est des pelletées de sable qui s'en vont. Donc, quels sont les angles d'attaque? Est-ce qu'on bataille sur le trait de côte et on a perdu 10 mètres de cet hiver à la piste. Là, ils sont en train de tout casser, donc invariablement, la chambre d'atterrage, qui est un énorme blocos qui est en train d'être construit au pied de la dune, de 10-20 ans, c'est un blocos qui va se retrouver peut-être le bec de l'eau à l'envers. Est-ce que c'est la protection des pinèdes, des arbres, un incendie qui peut se déclarer au-dessus de nos câbles, là, qui vont être enterrés à 1 mètre sous nos pieds? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est la composition des câbles? On ne sait pas, RTE ne nous donne pas. C'est des métaux, c'est du plastique, c'est des vernis, c'est des peintures, peut-être des PFAS, on ne sait pas. Est-ce que c'est la santé publique? C'est près de nos maisons, c'est près de nos écoles, on va pédaler au-dessus. Là, au Bourdaine, ils sont en train de poser les fourreaux et on déroule la piste cyclable à 1 mètre directement au-dessus. Donc nos familles, on va pédaler sur des kilomètres au-dessus de ces câbles. Donc c'est quoi les angles? C'est les espèces protégées. Nous, on a besoin que vous nous disiez ce sur quoi vous allez vous battre et ce sur quoi nous, comment vous pouvez nous accompagner et quels sont les angles d'attaque qui vous semblent les plus pertinents. Dès que j'ai les informations sur le dossier, il faudra aller, je dirais, au plus rapide. Si c'est les espèces protégées qui font réagir plus rapidement, on prendra ce premier levier. Et après, se servir des autres leviers, justement, sur la forêt, etc. Mais voilà, il faut regarder, je dirais, au cas par cas, voir quel est le mieux, le plus rapide pour intervenir. Mais dès que j'ai toutes les infos, on regardera quel angle prendre, mais il faudra commencer par l'angle le plus rapide, ou justement le plus sensible, celui qui touchera. Mais je pense qu'au niveau des espèces, ça peut être déjà une bonne approche et un bon levier. Après, sur les forêts aussi, mais je pense que sur les espèces, on pourrait commencer comme ça, sur le trait de côte aussi. C'est des arguments et des infos et des leviers qu'on doit utiliser en tout cas. Mais voilà, je ne sais pas lequel en priorité, mais je pense que sur les espèces, c'est pas mal déjà en premier. Il y a également sur la santé publique. Exactement. Tout à fait. Oui, c'est pour ça, voir quel levier, je dirais, fait que le projet peut déjà être arrêté et ensuite continuer à travailler sur le dossier. Ça, il y a le code, hein, parce que là, on est quand même sur une zone depuis 1000 ans sur les taux de submersion marine. Et il y a déjà Biscarrosse qui n'a plus de plage à marée haute, il n'a plus de plage à Biscarrosse. Je pense que, parce que là, quand même, il y a une chose, c'est que les assureurs ne veulent plus assurer. Donc, ça, c'est un truc important. Les collectivités locales ont du mal à s'assurer. Donc, le fait d'avoir une submersion marine, l'État veut se désengager, ne veut plus utiliser le fonds Barnier, et les assureurs disent un risque qui se reproduit tous les 2 ans, c'est plus un risque. Donc, on n'assure pas les risques naturels. Donc, et vous parliez de Biscarrosse, mais dans les dossiers de RTE, on a vu qu'était identifié du chrome au droit de Biscarrosse. Et comme RTE va gratter le fond pour mettre ses câbles soit enterrés, soit enrochés, soit sous des matelas de béton, ça, c'est un moyen d'élargir votre... Ils vont remuer du chrome, donc la pollution au chrome est prévue. C'est aussi un autre angle. Voilà, mais ça, effectivement, ça élargit et ça ne vous rafraîchisse pas sur un breton. Ça va élargir à toute la côte. Et là, on a quand même des gros problèmes sur la Somalie. Le GIP, le groupement d'intérêt, machin, là, il veut s'y consacrer. Pour l'instant, c'est que du blabla, mais on va avoir très vite des problèmes d'érosion marine. Et la question des assurances des collectivités, moi je pense que ça fait peur aux maires, parce qu'ils se disent, moi j'arrive pas à m'assurer. Or, s'il y a des dégâts, c'est à la commune de payer. Donc ça, c'est un angle, il faut toujours toucher au porte-monnaie. C'est ça. Donc, la pression.
Oui, bonsoir. J'avais une question sur les aires marines protégées, les zones Natura 2000. Comment l'Europe peut avoir un moyen de levier pour forcer, contraindre les professionnels de la pêche ou alors les pêcheurs sur les zones Natura 2000? Alors, avant de contraindre les pêcheurs, le problème qu'il y a eu, c'est qu'en fait, quand on a mis les aires marines protégées, Macron il a pris une carte et il a dit là il y aura des zones, là il y aura des zones, etc. Finalement, on est allé voir les pêcheurs en disant vous inquiétez pas, on met des zones protégées, mais il ne se passera rien, donc pas de plan de gestion. Je pense qu'aujourd'hui, on va devoir réadapter les zones et recartographier toutes les aires marines protégées telles qu'elles sont aujourd'hui. Il est absolument anormal qu'on ait des aires marines protégées où il y a des pêcheurs qui pêchent dans cet endroit. Une espèce sur la Saint-Jacques, on a des problématiques alors que ce sont des fonds sableux. Donc il faut vraiment prendre au cas par cas toutes les aires marines protégées. Ça fonctionne quand les pêcheurs sont inclus dans la gestion des aires marines protégées. J'en ai une dans le Var, Caproux, j'ai Côte-Bleue aussi, où au départ, Caproux c'est à l'initiative des pêcheurs carrément, où c'est eux qui font le contrôle. Et moi ce que j'aimerais c'est pouvoir utiliser du fait en pas pour installer des gardes jurés qui seraient des pêcheurs qui, pendant une période d'activité un peu plus faible, puissent avoir une compensation et contrôler ces aires marines protégées avec des balisages. Voilà. Et ça fonctionne très bien à Caproux. Et Côte-Bleue, c'est une autre aire marine protégée, maintenant c'est carrément un parc marin, où là les pêcheurs n'étaient pas à l'initiative mais ont été intégrés dans le projet. Et aujourd'hui, quand on va voir les pêcheurs là-bas sur place, on leur dit on renouvelle ou pas? Ils disent ouais on renouvelle, mais parce qu'ils savent très bien que les poissons qui naissent dans l'aire marine protégée, à un moment donné, sortent de l'aire marine protégée et c'est des gros poissons, donc forcément ils les pêchent et il y a un renouvellement de l'espèce et finalement tout le monde est content. Mais il faut revoir cette cartographie au cas par cas, il va y avoir du travail sur les aires marines protégées. Aujourd'hui j'ai vu une annonce de Macron sur la haute mer, il va créer des aires marines protégées en haute mer, c'est super, à des endroits où il n'y aura pas de pêche, où il n'y a pas de pêcheurs actuellement qui vont pêcher, donc c'est juste histoire de dire finalement on en a là aussi, c'est sympa, mais comme il n'y a pas de pêcheurs, ça ne servira à rien. Et sur les zones terrestres, les chasseurs chassent impunément sur c'est pareil, c'est pareil, c'est le même système de gestion de l'aire marine protégée. Dans ma région, j'ai l'extension de l'aéroport de Nice. L'extension, ils vont la faire sur la zone Natura 2000. Quand je vais voir la zone Natura 2000, c'est 2 tas de sable aujourd'hui, parce que volonté politique du maire de Nice de toucher à rien, on peut détruire la zone Natura 2000, c'est pas grave. Sur la loi sur la restauration de la nature, ils voulaient carrément revoir les zones Natura 2000 avec des dérogations. Ça, on a réussi à le garder sur la loi sur la restauration de la nature. Dernière question, et après, on clôt le débat. Une toute dernière question. Vous parliez des zones protégées. Est-ce qu'on est en relation avec Hydrodiversité et Juan Simon en Bretagne et son association qui œuvre pour des zones de vagues protégées, les vagues protégées? Est-ce qu'on pourrait imaginer avoir ça aussi ici? On est un pays de surf, économiquement c'est hyper fort, d'un point de vue tourisme également. Est-ce qu'on pourrait imaginer protéger nos vagues, protéger nos côtes, évidemment nos dunes, nos plages? Alors je me demande comment concilier ça avec... Attends, ça marche. Je me demande comment concilier ça au niveau européen. Je ne sais pas trop comment on pourrait traduire ça. Un amendement sur une protection d'une zone maritime. Alors déjà, au niveau maritime, c'est un bien commun. Comment est-ce qu'on peut aller vers ce sujet? J'avoue que je n'ai pas la réponse à tout de suite, mais ça peut être une idée et je veux bien essayer d'y réfléchir, mais j'ai pas la réponse là. Mais oui, pourquoi pas. Mais je sais pas comment. Je sais pas si c'est au niveau européen ou si c'est par rapport à un patrimoine au niveau de l'État membre.
voilà, je sais pas comment on peut l'amener. On va clore la réunion, pratiquement 2 heures de réunion, c'est bien. Au-delà, ça devient un peu fatigant. Je vous remercie d'abord d'être venu. Je vous remercie pour toutes ces questions. Je remercie les intervenants, Marie, Alex, Laurence, de tout ça. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est rendez-vous le 9 juin. Vous savez que le 9 juin, on vote. Donc, je ne vous dirai pas si on faut voter. Et la procuration, si vous connaissez quelqu'un qui part en vacances, s'il ne veut pas se déplacer, qui est mal, etc., essayez d'adopter une procuration de façon à avoir un maximum de gens qui votent. Il va y avoir quand même 50% d'abstention, voire plus. Donc, tous les votes comptent dans ce cas. Je vais laisser le mot de la fin à Caroline, un petit mot de... Oui. Prenez tout belle. Je voulais remercier Caroline d'être venue. Et elle se fait plein d'amis chez elle là-bas parce qu'on n'en a pas parlé, mais je ne peux qu'en parler. Elle est anti-corrida aussi. Et elle est dans toutes les manifestations. Et moi, effectivement, dans le monde, c'est pas un truc surpris. Et je lui dis merci, parce que quelque part, elle se bat aussi à l'Europe pour essayer à ce que la viande des taureaux de combat ne soit pas, effectivement, qu'il n'y ait pas de subvention européenne de la PAC. Et c'est très difficile. On peut le faire. Benoît Vito me l'a dit. On peut le faire, parce qu'en fin de compte, c'est payé a posteriori. Donc, c'est 5%, 2% qui vont dans les corridas. Tout le reste, c'est de la viande. On peut effectivement, comme partout, subventionner cette viande. Bon, bien que moi, j'en mange pas, mais je comprends qu'on en mange. Effectivement, subventionner cette viande, mais ne pas aider de mettre des animaux pendant 20 minutes dans un cercle rond, n'est-ce pas Nicolas? Dans un cercle rond pour effectivement le trucider. Et merci de ton combat, Carole. Moi, j'ai fini par un mot de la fin. Oui, le 9 juin, c'est très important. Il y a un seul tour, c'est un vote à la proportionnelle. Et oui, si vous ne pouvez pas aller voter, donnez des procurations parce que il faut avoir un maximum de députés européens écologistes au Parlement européen. Parce que vous savez qu'au Parlement européen, on est sur une science des compromis et on a vraiment besoin d'avoir beaucoup d'écologistes si on veut continuer à avoir des textes ambitieux. Si je parle de la condition animale, sur la révision de la législation de bien-être animal, si malheureusement on n'a pas beaucoup d'élus écologistes au Parlement européen, c'est un rapport qui va rester dans le tiroir. L'article 17 aussi, j'ai bien peur que on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et puis il y a la réforme de la PAC. Benoît Vito, il va se battre pour avoir cette réforme de la PAC. Et puis moi j'ai peur qu'il réouvre aussi la PCP, la politique commune de la pêche. Parce que ça, ils veulent la réouvrir, et s'ils la réouvrent, ils veulent détricoter entièrement cette politique commune de la pêche. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Merci beaucoup.